Plombier, bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, comme tous les jours, sur Radio J à 7h45. Alors, on va peut-être commencer par l'actualité qui nous touche le plus sur Radio J. C'est évidemment, on l'a vu ce week-end, la libération des otages. Ofer Calderon, Yarden Bibas, Guy Siegel, qui ont pu retrouver leur famille, partiellement du moins. Et on pense à Yarden notamment, qui n'a toujours pas retrouvé sa femme et ses enfants, puisqu'on ne sait pas où ils sont, s'ils sont vivants ou morts. Alors, on a entendu le président de la République, Emmanuel Macron, saluer le Qatar, remercier le Qatar pour la libération justement du franco-israélien Ofer Calderon. Qu'est-ce que ça vous inspire justement ces remerciements, et surtout maintenant à quoi s'attendre? Ça m'inspire deux choses. D'abord que le Qatar est depuis très longtemps l'intermédiaire français quand il y a des problèmes d'otages ou des rançons à payer. Rappelez-vous les infirmières bulgares, Nicolas Sarkozy, 2007, à l'Elysée. C'est par le Qatar qu'il obtient le règlement de cette libération d'infirmières détenues en Libye. Et on voit aussi l'autre dimension, c'est que le Qatar est un peu le dernier levier sur lequel la France peut appuyer pour tenter de peser sur les affaires du Proche-Orient. On a perdu beaucoup de notre influence depuis quelques années, quelques décennies. On sait qu'avec l'Arabie Saoudite, ça n'est pas simple. On a évidemment perdu toute action possible, toute influence sur l'Iran, et on est dans le bourbier libanais depuis quelques années, moins efficace qu'il ne le faudrait. La France ne perd pas l'espoir de reprendre de l'influence dans cette zone, et par le Qatar, Emmanuel Macron envoie ce message. Emmanuel Macron n'a plus que 3 ans de présidence. Il ne pourra rien reconstruire de solide et de durable quant à l'influence diplomatique française au Proche-Orient. Mais il peut transmettre à son successeur les bases de ce qui pourrait être une nouvelle diplomatie française pour le Proche-Orient. Hélas, c'est une diplomatie qu'on attend depuis au moins 15 ans et dont on ne voit pas les premières traces. Que ce soit d'ailleurs en Israël, mais aussi au Liban, Christophe. Oui, on a une France qui est un peu enlisée. D'un côté, de par sa faiblesse, on a une moins grande puissance diplomatique, militaire ou économique qu'au temps du général de Gaulle, mais aussi parce qu'on n'arrive pas à redéfinir ce qu'est notre politique au Proche-Orient. De quel côté sommes-nous? Sommes-nous d'un côté d'ailleurs? Si nous ne sommes pas d'un côté, comment gère-t-on notre multilatéralisme? Et on voit bien qu'entre les relations avec l'Iran, qui n'ont pas été facilitées par le premier mandat de Trump, qu'avec la gestion des complications libanaises depuis l'explosion du port de Beyrouth, Emmanuel Macron a tenté de peser. Il n'a jamais réussi à obtenir des résultats vraiment rapides et efficaces. Et bien entendu, dans la relation dégradée avec Israël, on a perdu plus de terrain, ou plus exactement, on a créé plus de flou qu'on a créé de clarté. Alors Emmanuel Macron peut stabiliser les choses dans le temps qui lui reste. C'est son successeur qui devra redéfinir. Alors dans l'actualité internationale, on a également cette visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Il doit rencontrer Donald Trump. Ils vont parler effectivement de la situation des otages. Ils vont parler de l'Iran. Alors Donald Trump, c'est intéressant aussi d'avoir votre regard là-dessus, Christophe, puisque Donald Trump va imposer des droits de douane, a imposé des droits de douane de 25% sur les exportations canadiennes aux États-Unis. Et on voit qu'il menace l'Europe désormais, Donald Trump. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est inquiétant? Mais le shérif Trump veut faire la loi. Il veut faire la loi au Proche-Orient en dictant la méthode d'action à Benjamin Netanyahou. C'est aussi clair que ça. Oui, il le soutient. Mais en le soutenant, il lui dicte ce que doit être, ce que devra être la deuxième phase du cessez-le-feu, avec un Hamas qui a profité de la première phase pour faire une démonstration de force militaire et médiatique à l'occasion des libérations d'otages. Et puis sur le marché international, sur l'économie, pareil, le shérif Trump dégaine le premier. Alors les Européens doivent faire comme les Canadiens, riposter immédiatement. On a vu hier le Premier ministre canadien, pourtant en bout de course, immédiatement sortir les taux d'imposition qui frapperont les produits américains. Donc la riposte est immédiate et elle va être douloureuse pour le marché américain. L'Europe doit faire la même chose. Alors il se trouve qu'aujourd'hui il y a une réunion européenne à laquelle va participer Emmanuel Macron pour parler de défense. Qu'est-ce qu'on fait si les troupes américaines débarquent au Groenland? Scénario de fiction, mais enfin, on est quand même dans un point de tension. Et que fait-on par rapport à une agression économique? Le problème du Canada, de l'Europe par rapport au Canada, c'est que le Canada, on décide vite, il y a un gouvernement et la décision est prise. En Europe, on le sait, c'est long. Et tout attentisme est pris par une faiblesse, comme une faiblesse par la partie adverse. Donc si on ne riposte pas immédiatement aux éventuelles annonces de Donald Trump, très bientôt, a dit le président américain, eh bien l'Europe montrera sa faiblesse. On va parler de l'Europe justement et revenir notamment sur Emmanuel Macron qui sera en Belgique. Mais d'abord, sur l'actualité politique française, c'est important aussi de faire un point, parce qu'il y a beaucoup d'actualités. On peut être assez perdu, c'est vrai, dans ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. On va d'abord commencer peut-être par cette municipale partielle hier à Villeneuve-Saint-Georges. Effectivement, la liste de la candidate LR, Christelle Niasme, a remporté hier l'élection municipale anticipée de cette ville du Val-de-Marne, battant celle de Louis
Louis Boyard et du maire sortant d'hiver droite Philippe Gaudin. Alors que retenir de cette élection, Christophe? D'abord que c'est une victoire éclatante. Il y avait une liste de droite dissidente qui s'était maintenue, celle du maire sortant, qui avait dû démissionner après un salut nazi en conseil municipal. Elle a fait 12% quand même, cette liste dissidente. Et bien néanmoins, Christelle Niersmet a gagné à 49%. Boyard, qui voulait gagner au premier tour, n'a fait que 39%, alors que toutes les listes de gauche s'étaient retirées. Alors pourquoi cet échec de Boyard? D'abord, l'effet Ben Yaklef. Il y avait sur sa liste un militant pro-Hamas. Donc voilà, il n'a pas voulu le retirer. Le communautarisme à tout craint de Boyard s'est retourné contre lui parce qu'il y a eu une surmobilisation au second tour. Les électeurs sont venus un peu plus voter. Et puis il y a eu une démobilisation d'un électorat de gauche qui voulait pas vraiment de Boyard et surtout pas du tout de Ben Yaklef. L'effet Boyard est important. C'est l'un des plus insupportables au sein de LFI. C'est pas un LFI mou. C'est pas un LFI qui réfléchit. Donc il a été victime de cet effet personnel. Et puis il y a un effet global LFI. En ce moment, il y a dans le pays un malaise, voire un dégoût à l'égard de LFI. On l'a vu lors des législatives partielles, en Ardennes, dans l'Isère. On le voit à l'occasion de cette municipale. Attention, ne nous réjouissons pas trop vite. Parce qu'en 2019, 2020, 2021, il y avait aussi un rejet du LFI et du mélenchonisme. Ça a donné un Mélenchon à 22% en 2022 à la présidentielle. LFI est affaibli, mais LFI n'est pas mort. LFI est affaibli, LFI n'est pas mort. Justement, est-ce que c'est quand même une indication pour les municipales de 2026? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une indication de l'agressivité de LFI. La France Insoumise, qui ne s'intéressait jamais aux municipales, cette fois-ci mise dessus. Avec, par exemple, Delogu à Marseille, une candidate très virulente à Montpellier. Que veut dire ce message? C'est d'abord une manière de faire élire des maires et des maires adjoints. Des maires, ils en auront peu, surtout dans les grandes villes. Des adjoints, ils peuvent en avoir. Ça fait des signatures pour la présidentielle, des parrainages. C'est important pour LFI, c'est une de leurs angoisses, ne pas avoir les 500 signatures lors de la présidentielle. Et puis surtout, c'est un moyen d'exercer une terreur sur les partenaires du nouveau Front populaire. Non, nous ne pouvons pas gagner de ville, dit LFI. Mais nous pouvons vous faire perdre. Vous pouvez, vous les Verts, perdre Bordeaux, perdre Lyon, perdre Besançon, perdre Grenoble. Vous pouvez, vous les socialistes, perdre Rennes, perdre Lille. Si on fait un premier tour à 10, 12, 15% et qu'on se maintient, vous êtes battus. Donc c'est une manière de mettre devant un chantage les partenaires du NFP. Vous voulez faire scission au niveau national, vous serez mort au niveau municipal. C'est une véritable inquiétude pour les maires sortants de gauche, non LFI, dans beaucoup de villes. Alors, autre sujet d'actualité, c'est évidemment le vote du budget. François Bayrou qui va dégainer ce lundi le 49.3 pour la première fois. Le budget 2025 est mis au vote aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe, Christophe? À quel scénario il faut s'attendre? Alors c'est compliqué parce qu'il y a deux budgets. Le budget de l'État et le budget de la Sécu. Le budget de l'État, il y a eu, en fin de semaine dernière, une commission mixte paritaire de parlementaires qui est tombée sur un texte d'accord. Donc, ce texte-là est présenté à l'Assemblée. S'il était mis au vote simple, il serait rejeté. Mais avec le 49.3, il va passer, sauf s'il y a une motion de censure. La motion de censure sera déposée dans l'après-midi, sans doute par LFI, alors que c'est les Verts qui devaient le faire, c'est un petit signe. Et puis elle sera votée mercredi. Si le PS, plus le RN, plus LFI, plus les communistes, plus les écologistes votent cette motion de censure, le gouvernement est renversé. Mais les socialistes, tout en hésitant, semblent aller vers une non-censure. Lionel Jospin les a appelés à ne pas censurer. Oui. Et de l'autre côté, le RN, tout en brandissant la menace, parce qu'il y a une taxe sur l'électricité qui leur plaît pas, va sans doute aussi considérer que cette taxe sur l'électricité ne vaut pas de plonger le pays dans une crise budgétaire. Donc, ce budget de l'État devrait passer. À côté, il y a le budget de la sécurité sociale, celui qui a valu la chute de Michel Barnier en novembre. Lui, il n'est pas encore à ce stade. On est reparti dans une autre lecture. Il doit faire un aller-retour au Sénat. Donc, il y aura le même processus avec 49.3 et motion de censure, mais dans 10 jours. Donc, pour être certain que les phases budgétaires ne font pas tomber Bayrou, il faut attendre ce mercredi et sans doute le mercredi ou le jeudi d'après au plus tôt. Alors vous parliez du nouveau Front populaire, justement, si le PS ne vote pas la censure, est-ce que ça signifie que le NFP, là, est en bout de course? Oui, tout à fait, c'est la fin du nouveau Front populaire, exactement comme la campagne des européennes, il y a un an, après le 7 octobre 2023, avait signé la fin de la NUPES. On s'était tous dit, c'est fini la NUPES. Après le 7 octobre, LFI est parti dans un délire soutenant le Hamas, ce mouvement de résistance. Les autres partis ont dit, plus jamais Mélenchon. À ce micro même, le numéro 2 du PS, Pierre Jouvet, nous disait, Mélenchon, plus jamais. Et puis il y a eu la dissolution. Et la NUPES, en 48 heures, a ressuscité de ses cendres pour donner le NFP. Donc vous voyez, le NFP sera probablement mort après cette phase budgétaire, mais si Macron dissout, en août, en septembre, en octobre, je vous fais le pari qu'un nouveau Front populaire reviendra, parce que sinon, le PS n'a plus de députés, ou à peine quelques-uns. Donc ils seront obligés de retourner à la soupe mélenchoniste. Sauf si entre-temps, et ça peut être la ruse de Bayrou,
on fait adopter la proportionnelle. Une sorte de proportionnelle qui permet au PS de se dire, on y va sous nos propres couleurs, on va peut-être perdre des députés, mais on existera encore. Il faut la proportionnelle pour achever cette libération du PS du nouveau Front populaire. Sauf que la proportionnelle, on le sait en Israël, ça crée beaucoup d'instabilité. Alors vous évoquiez par ailleurs le Rassemblement national. Alors on dit souvent que le gouvernement finalement est dans les mains du RN. Qu'en est-il exactement ? Oui et non. C'est vrai que si tout le NFP votait une censure, si le RN s'y joignait, ça donnerait le renversement du gouvernement. Sauf qu'on le voit, les socialistes se sont légèrement décrochés, un peu comme un iceberg à la dérive. Donc il y a maintenant pour Bayrou 2 viatiques, 2 possibilités de s'en sortir. L'indulgence du RN ou bien la discussion avec les socialistes. Donc il va pouvoir jouer là-dessus pendant un certain temps. Alors, il y a 2 choses à regarder devant nous maintenant. Le 31 mars, il y a le jugement de Marine Le Pen. Oui. Si elle est condamnée à l'inéligibilité, mais sans décision exécutoire immédiate, elle fera appel et la présidentielle aura lieu avant la fin de ce procès. Si c'est exécutoire immédiatement et qu'elle ne peut plus se présenter à la présidentielle, là, le RN va redevenir très très méchant. Première date, 31 mars. Et puis il y a les mois qui vont passer. Plus les mois passent, moins le RN aura intérêt à une dissolution et à gagner le pouvoir. Parce qu'en quelques mois à Matignon, le RN ne pourra rien montrer, si ce n'est son incompétence, ne pourra rien faire et il ira à la présidentielle 2027 affaibli. Donc le RN, si Marine Le Pen s'en sert judiciairement, si elle s'en sort judiciairement, et si les mois passent, le RN va devenir très docile, tout en disant, vous voyez, les choses ne changent pas dans ce pays. Et c'est vrai, les budgets ne vont rien changer, c'est des budgets de compromis. Il faut donc un grand changement en 2027. Alors je voulais aussi vous faire réagir, puisqu'on parle du Rassemblement national, à cette proposition de Jordan Bardella. Jordan Bardella qui pousse l'idée d'un référendum sur l'immigration face, dit-il, à la submersion migratoire en cours et à venir. Effectivement, il a fait donc cette proposition samedi lors d'un meeting à Montélimar. Alors qu'est-ce qu'on en pense, Christophe ? Alors plusieurs choses. D'abord, c'est retourner le boomerang contre François Bayrou. Ah bon, vous parlez de submersion migratoire ? C'est lui le premier qui a parlé de ça. Oui, il a repris, il a validé quelque part cette expression. Ensuite, ça ne règle pas notre problème juridique. L'immigration ne peut pas faire l'objet d'un référendum. Le Conseil constitutionnel l'a dit. Ça ne rentre pas dans le cadre de l'article 11. Donc il faudrait d'abord changer la Constitution pour faire un référendum sur l'immigration. Le seul moyen de contourner cette difficulté, Retailleau l'avait tenté, c'est de dire mais on va faire un référendum sur des questions sociales, toucher telle allocation, avoir tel droit. Et en changeant les conditions d'accès à ces droits sociaux, on va essayer de limiter un peu ce qui attire dans notre pays les immigrés. Ça aura du mal à passer la barrière du Conseil constitutionnel. Donc on aura peut-être des référendums, mais pas sur l'immigration. Alors pour terminer, Emmanuel Macron, on en parlait, donc se rend lui à une réunion à Bruxelles en Belgique pour parler de la défense européenne et de la compétitivité. Quel est l'enjeu, Christophe ? Résister à Trump. Qu'est-ce qu'on met sur place comme armée européenne pour, au cas où l'Amérique se retire de l'OTAN, on soit seul désarmé face à Poutine, et puis pour éventuellement riposter à une Amérique qui deviendrait agressive. Est-ce qu'on est capable de construire une armée, une défense européenne ? Ça veut dire que la France protégerait tous les pays par son parapluie nucléaire, et puis que les autres pays paieraient beaucoup pour que ceux qui ont une armée les défendent. Et la compétitivité, c'est la même chose, c'est la guerre, mais en économie. Eh bien, merci beaucoup Christophe Barbier. Une réponse courte et efficace, comme d'habitude. Avec vous, on vous retrouvera demain matin, et demain, votre invité sera Naïma Mouchou, vice-présidente Horizon de l'Assemblée. Merci beaucoup Christophe, à demain. Merci Lana.